alors, quand on dit tenir le cap de la transition écologique, de quoi on parle ? Moi, je suis d'origine scientifique, donc on peut dire, par exemple, accord de Paris. D'atteindre le zéro net émission, c'est ce qu'on appelle, vu de l'entreprise, la neutralité à l'horizon 2050. Donc maintenir le cap pour nous, chez Vinci Concessions, c'est-à-dire on a la chance d'être leader mondial maintenant à la fois des aéroports et des autoroutes, c'est que les infrastructures de transport qui émettent du carbone en émettent le moins possible quand ils rentrent dans notre périmètre, de manière à ce que la trajectoire de réduction des émissions de carbone par les infrastructures, par les usages, respecte ce cadre qui est d'arriver à respecter l'accord de Paris et donc de viser un zéro net émission en 2050. Brune, concernant le cap ? J'allais dire la même chose. Le cap, c'est la science. La science, c'est l'accord de Paris. Donc ça, c'est vraiment le cap. Mais je dirais le deuxième cap aussi, et je pense que c'est important d'insister là-dessus, c'est l'action. Ça paraît évident, mais les entreprises ont quand même passé beaucoup de temps à faire du reporting. C'est très bien et c'est important d'être à la fois, si on veut répondre à la science, de mesurer, de suivre ça de très près, mais il ne faut pas que ça détourne aussi de l'action concrète. Et donc ça me semble absolument essentiel de le répéter, parce que parfois, s'enfermer dans ces reportings, ces mesures, etc., ça prend énormément d'énergie, voire c'est une excuse pour retarder le passage à l'action. Je ne dis pas que c'est systématique, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce point-là. On entend souvent la formule « un monde sans contraintes ». Si on s'intéresse à vos contraintes chez Vinci, quelles sont les contraintes les plus lourdes aujourd'hui ? Alors, les contraintes sont en fait des contraintes apparentes. La réalité physique, ça c'est une contrainte. Il y a quelques années, on a eu une submersion par un typhon de nos aéroports du Kansai au Japon. Cet été, nous étions touchés par le grand feu de l'Aude qui a coupé l'autoroute entre Toulouse et Narbonne. On a eu une inondation avec une pluie centenale à Chartres qui a fait qu'on a eu rapidement 1 mètre d'eau pendant quelques heures sur un réseau autoroutier. Ça, c'est la vraie contrainte, la seule, c'est la contrainte mise par la planète, par le vivant, par l'environnement, qui est qu'on rencontre des phénomènes climatiques violents, immédiats, qui se propagent, qui sont de plus en plus fréquents sur nos infrastructures. Après, la contrainte au sens réaliser des objectifs environnementaux en parallèle aux objectifs d'une entreprise, ça ne doit pas être une contrainte. C'est le principe de réalité. Quand on emploie des jeunes, ce qui est notre cas, on emploie 300 000 personnes dans le monde. Quand on veut réaliser une activité de temps long, les concessions d'infrastructures, c'est des contrats de dizaines d'années pour opérer des autoroutes ou des aéroports. Ça veut dire qu'il faut concilier les contraires. Il faut se dire, je dois être performant économiquement, je dois respecter tous mes salariés, tous mes sous-traitants pour qu'il n'y ait pas d'accident, je dois respecter le vivant qui entoure, la biodiversité qui entoure mes infrastructures, et je dois avoir une trajectoire de réduction de mon empreinte carbone à horizon régulier et fréquent. Et donc le principe d'une entreprise, c'est de concilier des objectifs apparemment contraires. C'est d'amener de la performance opérationnelle, technique, sociale, dans l'organisation des équipes, de manière à résoudre les objectifs. Donc je donne un exemple concret. En 2018, on a dit, sur nos scopes à nous dans les concessions, on doit réduire notre empreinte carbone de 50% pour 2030. Aujourd'hui, on est en 2025, on est à moins 65%. Comment nos équipes ont fait mieux ? Elles ont fait mieux parce que l'émulation, l'orientation, la tendance, l'ambition, fait que d'abord, protéger la planète et les êtres humains, c'est quelque chose qui parle mondialement. Toutes nos équipes au Brésil, au Japon, au Royaume-Uni, en France, se reconnaissent dans cet objectif. C'est un plan d'entreprise. Mais ce n'est pas contre la performance de l'entreprise, c'est avec. Donc elles ont intégré ces objectifs et la décentralisation à des managers, à des équipes motivées, ça produit mieux encore que l'objectif fixé. Donc elles ont trouvé des solutions pour réduire la consommation de carburants fossiles pour leurs déplacements, basculer quand c'était possible sur des véhicules électriques. On a remplacé tout l'éclairage par des LED. On a, je suis dans le sens de l'action dont parlait Brune Poirson, on n'utilise plus d'énergie thermique, enfin d'énergie fossile pour le chauffage ou la climatisation. Et on a lancé un plan ambitieux de panneaux photovoltaïques sur toutes nos infrastructures. Voilà. Simplement, ça s'est déployé avec des solutions locales
qui, selon le mix énergétique du pays, selon les filières du pays, créent des solutions différenciées. Voilà. On peut y arriver, on doit y arriver, mais ce n'est pas l'entreprise contre le cadre qui nous est fixé, c'est l'entreprise doit internaliser les contraintes économiques, sociales, de sécurité et environnementales. Et c'est ça qui fait la force d'une entreprise, c'est d'arriver à mobiliser des équipes pour des objectifs globaux qui sont les mêmes pour tous. Merci beaucoup. Alors, toujours sur le sujet des contraintes, si on élargit, Brune, à l'échelle peut-être de la France et de l'Europe, qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui sur la transition écologique, selon vous ? Moi, je dirais que c'est la tension entre liberté et compétitivité. Le fait qu'une entreprise à très court terme, elle a évidemment besoin d'être compétitive. Alors, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus alignées en termes de business model, enfin de modèle d'affaires, comme vous venez de décrire, et il y en a d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Et à très court terme, il y a cette tension-là, donc liberté, c'est-à-dire souveraineté, capacité à décider à être maître de son destin, mais y compris à l'échelle d'une entreprise. Et cette compétitivité qui peut parfois être difficile à maintenir. Je pense par exemple, vous avez des secteurs comme celui de l'automobile qui a besoin encore d'un peu de temps pour s'adapter et il ne faudrait pas que pour maintenir, et au-delà de l'automobile, là en tant que continent ou quantité politique, il ne faudrait pas qu'on se retrouve pour tenir nos objectifs à devoir acheter des produits verts, comme nous y pousse beaucoup le vice-premier ministre chinois, c'est-à-dire acheter des produits verts chinois ou ailleurs et à les utiliser chez nous. En fait, sinon, ça se retournerait contre nous. Et donc, il y a cette tension-là de très court terme qui me semble être un frein majeur. En tout cas, on le voit dans beaucoup de secteurs ou d'entreprises. Et une deuxième contrainte qui est un peu évidente, c'est celle des ressources financières. On a mis sur pied un Green Deal, mais quelle solution de financement derrière ? Comment concrètement ça percole jusqu'au niveau des projets, jusqu'au niveau de l'action? Comment on fait passer ça à l'échelle et comment aussi est-ce qu'on prend en compte toutes les questions d'équité et de justice sociale? Et je pense que là-dessus, on est extrêmement loin d'avoir résolu l'équation. Et donc, on se retrouve dans une période de tension extrême. Il y a des entreprises qui arrivent à la résoudre parce qu'elles s'y préparent soit depuis longtemps, soit parce qu'elles ont encore une fois un modèle d'affaires qu'il est plus facile d'aligner là-dessus. Mais je vois, j'ai travaillé par exemple dans le secteur de l'hôtellerie, c'est quasiment contradictoire et ça pose de vraies questions. Si je peux rebondir, j'aime beaucoup ce rapport entre liberté et compétitivité. Je vais parler du sujet qui nous importe, qui est la mobilité. Ces infrastructures de transport, c'est pour permettre la mobilité. Si on veut restreindre la mobilité, ce qui serait une manière de résoudre un certain nombre d'objectifs climatiques, on se heurte au mur du réel et au mur de ce que j'ai vu comme l'un des slogans de ce congrès, qui est la désirabilité. Donc vous avez des gens pour qui c'est une contrainte très forte si on leur demande de moins bouger, pour l'emploi, pour aller chercher leurs enfants, pour voir leur famille. Et donc le début de cette contrainte très forte crée un rejet dont on n'a pas besoin pour lutter contre le changement climatique, mais aussi crée cette opposition très forte, humaine, le social, le coût de la vie, le réel. D'accord ? Au contraire, si on dit n'essayons pas de nous opposer à la mobilité qui est vitale pour beaucoup de gens, à courte ou à longue distance. Essayons de traiter les sources d'émissions du carbone. Ça, c'est le rôle des entreprises. C'est le rôle de la recherche d'abord, puis de l'innovation, puis de la mise en application dans les entreprises. Et donc, nous, on pense que ceux qui sont trop radicaux dans leur opposition à certains facteurs humains comme la mobilité peuvent générer des facteurs d'opposition aux politiques environnementales qui peuvent être beaucoup plus graves par l'effet politique et sociétal qu'elles ont que ceux qui essayent de trouver des solutions concrètes pour l'accompagner. Et c'est ça le débat. C'est-à-dire, il faut continuer, il ne faut jamais perdre de vue la trajectoire, mais toute déclaration éloignant l'objectif ou donnant l'impression qu'elles vont donner des contraintes humaines trop fortes peut être de nature à décourager et à, au contraire, encourager des discours politiques opposés à la lutte contre le changement climatique. Et pour aller plus loin sur le sujet de la mobilité, comment est-ce qu'on fait pour répondre à la demande sans justement ne jamais lâcher la baisse des émissions? Chez Vinci, quelques exemples concrets. Des solutions concrètes. Il y a quelques jours, j'ai signé avec le ministre des Transports un avenant au plan d'investissement, quelque chose qu'on fait régulièrement dans les contrats autoroutiers. Là, c'était avec Cofiroute, qui fait à peu près 350 millions. Avant, dans le monde d'avant, un contrat de plan autoroutier, c'était des échangeurs, des élargissements,
beaucoup de béton, et je ne critique pas notre passé, c'était les besoins de croissance du pays. Aujourd'hui, plus de la moitié du plan est consacré à des pôles d'échange multimodaux, c'est-à-dire permettre à des individus dans des agglomérations de se regrouper pour faire du covoiturage, parce que mettre plusieurs personnes dans un bus, mettre plusieurs personnes dans une voiture, ça réduit les émissions. Il n'y a pas que le ferroviaire lourd. On emprunte tous le TGV quand on va à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Mais il y a aussi des gens qui habitent dans du périurbain qui n'ont pas accès à un RER ou un TGV. Et ces personnes-là, elles ont besoin de solutions de rabattement. Donc elles ont besoin d'aires de covoiturage, on en fait, de pôles d'échange multimodaux, de solutions de bus express. On expérimente en ce moment sur l'A10 la première navette autonome, pour être précis. Aux heures de pointe, on remplit des bus avec des gens qui vont travailler. Aux heures creuses, on a une navette autonome électrique qui permet, dès que des gens qui arrivent, montent dans la navette et rejoignent le pôle de Massy-Palaiseau, de Dourdan à Massy-Palaiseau. Voilà. Donc des solutions concrètes, c'est d'utiliser les autoroutes. Vous avez 90% des déplacements se font encore par la route pour massifier des usages collectifs à la place de l'usage individuel. Voilà des solutions concrètes. Deuxième solution concrète, nous sommes, Vinci Autoroute, le réseau le mieux équipé au monde en bornes de recharge électrique. Vous savez que le frein pendant longtemps à l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est la peur de la longue distance. Est-ce que quand je vais à faire une fois ou deux fois par an, voire plus, 500 km ou 1000 km sur autoroute, est-ce que je vais pouvoir me charger? Donc il y a des gens qui restaient sur de l'hybride en disant non, aujourd'hui, le réseau autoroutier est suffisamment équipé pour qu'on se recharge pendant le trajet longue distance. Il y a 55 bornes pour 100 km d'autoroute, c'est unique au monde. Il y a des pays mieux équipés comme la Norvège, mais ils n'ont pas de réseau autoroutier de cette taille. Donc on a pris l'initiative d'anticiper les évolutions du parc et donc d'équiper les aires d'autoroute de beaucoup de bornes de recharge électrique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un projet est acceptable ou au contraire contesté? On va avec vous sur le sujet de la mobilité et du transport, et puis je vous demanderai peut-être si on élargit de manière plus large après avec vous, Brune. Alors d'abord, je pense que les très grands projets ou les grands projets sont souvent un sujet qui est trop débattu par rapport au faible nombre qui existe. Aujourd'hui en France, il y a un consensus pour dire qu'il n'y a plus beaucoup de projets ou de très grands projets nouveaux, pas encore décidés à réaliser. Ça se compte sur les doigts d'une main. Je dis bien sur les doigts d'une main. D'accord ? Il n'y a pas une espèce de lobby travaux. Moi, je suis dans un groupe qui fait des concessions d'infrastructures, mais aussi des travaux. Je viens de dire tout à l'heure, on est plutôt dans l'amélioration des usages que faire beaucoup de problèmes. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas du tout. J'ai dit qu'il y en a très très peu. Et souvent, ces projets méritent, avant que des entreprises y participent, un vrai débat public. Donc ça, c'est des débats d'opportunité, c'est des débats. C'est pas ces projets-là, dans le monde des transports, qui impactent la demande. Voilà. En France, les réseaux maillés de TGV, les aéroports, les autoroutes sont construits. Ce qui modifie un petit peu la demande, c'est quand on fait le Grand Paris. Là, évidemment, vous avez un choc d'offres de transport collectif qui fait que vous pouvez basculer un certain nombre de personnes sur du transport collectif. Mais sinon, il n'y a pas d'infrastructure aujourd'hui à faire ou en construction qui vont bouleverser massivement le changement climatique en France. Dans d'autres pays, oui. Il y a des débats plus complexes. Est-ce qu'un jour, il y aura un TGV en Californie? Est-ce qu'un jour, il y aura un TGV au Texas? Où c'est du tout bagnole. Mais en France, il n'y a pas énormément de projets d'infrastructure qui vont changer les usages. Ce qu'il faut, c'est par contre, par exemple, faire entrer de nouveaux entrants. Par exemple, à Bordeaux, nous opérons la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Nous investissons dans un centre de maintenance de nouveaux entrants pour de la grande vitesse à marche prime, pour que sur la ligne Paris-Bordeaux, on augmente l'offre de TGV. Ce qui dit augmenter l'offre veut dire aussi augmenter le volume et faire baisser les prix, de manière à ce que demain, sur de la longue distance entre Paris et Bordeaux, il y ait plus de rames, et donc il y ait plus d'offres, et donc il y ait plus de gens qui l'utilisent. Voilà, ça c'est du concret. Les grands projets au sens nouvelle infrastructure, il y en a encore quelques-uns, ils ne produiront pas d'aussi grands basculements que les meilleurs usages des réseaux actuels. Et je me permets donc la même question. Qu'est-ce qui rend peut-être de manière plus large un projet acceptable ou au contraire contesté? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à embarquer? D'abord, le travail, c'est une question de méthode, beaucoup. C'est d'abord, établir un diagnostic commun. Je
crois que c'est très très important, un diagnostic partagé, s'assurer qu'on répond à un vrai besoin et puis ensemble orchestrer les volontés. Je réponds rapidement à dessein, mais je pense que cette phase-là en amont de construction du projet, et encore une fois en France sur beaucoup d'infrastructures c'est fait, mais on le voit par exemple dans des pays comme l'Inde, où là il y a toutes ces méthodes-là qui sont, je pense, à continuer et à accélérer. Je vois le timing qui passe. Si je peux me permettre, allez-y. Puisque Brune mentionnait l'Inde, il s'avère que j'en reviens. Le monde change beaucoup plus vite que ce qu'on croit. En général, on regarde, en dehors de l'Europe, deux pays très différents. On regarde la Chine, qui est un pays très technologique et qui avance très vite dans l'électrification et dans les solutions innovantes pour décarboner. Et on regarde les États-Unis, parfois un peu trop, qui est un pays d'énergie fossile. C'est un pays qui a beaucoup de pétrole ou de gaz de schiste et qui n'a pas les mêmes contraintes que des pays qui n'en ont pas, comme l'Europe. Mais j'ai vu hier le patron des autoroutes publiques indiennes. On a débattu de tout ce qu'on faisait. Le point qui l'a le plus intéressé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les bornes de recharge électrique ou les panneaux solaires. Et quand vous gérez un réseau, c'est le deuxième réseau mondial après les États-Unis comme l'Inde, ils ont les mêmes ambitions que nous. Ils partent de plus loin, mais mon volontarisme, en tout cas mon côté positif, fait que pour travailler au Brésil ou en Inde, je vois que des grands pays acceptent le challenge avec des contraintes budgétaires sans commune mesure avec les nôtres, et pourtant, ils travaillent, par exemple, ils ouvrent le capital des sociétés d'autoroute, ils vendent des sociétés d'autoroute pour utiliser le produit pour développer la décarbonation de leur propre réseau. Donc, ne croyons pas en Europe que le reste du monde ne nous regarde pas et n'est pas prêt à épouser des solutions qui vont dans le bon sens, du moment, évidemment, qu'on est dans le dialogue et dans le partenariat avec eux et qu'on ne leur donne pas de leçons. On a démarré cet échange, ce regard croisé sur le sujet du cap. J'aimerais qu'on finisse sur le sujet du cap également. Qu'est-ce qui... Le décor s'en va, mais vous inquiétez pas, on poursuit. Pas une métaphore. Pour conclure en une phrase, qu'est-ce qui, selon vous, sera le plus utile pour tenir le cap en 2026, déjà ? D'abord, toujours faire confiance à la science qui nous a donné le cap, on le disait avec Brune tout à l'heure. On ne change pas. Le climat des réseaux sociaux, le climat parfois d'une certaine forme de politique, crée des hauts et des bas qui sont contraires à l'intérêt de la planète et à l'intérêt de l'action publique. On a besoin de garder un cap. Les entreprises ont la chance, c'est notre cas en tout cas chez Vinci, d'avoir une solidité financière, une raison d'être et une ambition et des capacités qui fait qu'on peut garder ce cap. Le principal danger, c'est d'attaquer le cap. Par exemple, il faut défendre la filière de panneaux solaires en France. On a besoin d'énergie nucléaire, on est tous d'accord, ça fait partie du mix électrique en France. Mais ce n'est pas opposé au fait de produire de l'énergie solaire. On a un très bon ensoleillement, au moins dans la moitié sud de la France, et même ailleurs. Il ne faut pas que d'un coup de menton, on dise on va arrêter de faire de l'énergie solaire. Donc, les politiques adverses qui changent sans arrêt sont un risque. Le deuxième risque, c'est le risque du fiscalisme. Si on veut réussir la transition énergétique, il faut au contraire encourager les entreprises et les particuliers qui font des actions concrètes allant dans le bon sens. Alors que parfois notre pays, se détournant de l'objectif, réfléchit à comment on va mettre plus d'impôts à ceux qui justement jouent le jeu. Voilà, ça c'est des risques concrets. Il faut éviter les aléas et les changements de pied. Il faut des politiques constantes permettant de tenir le rythme et l'objectif. Je me félicite, par exemple, il y a 27% des véhicules achetés en France, véhicules légers en ce moment, qui sont électriques. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut dire aux gens, achetez régulièrement des véhicules électriques, c'est la solution, et le parc va changer, et c'est bon pour la planète. Brune ? Je pense qu'il y a deux choses qui sont pourtant très difficiles. C'est la question de la cohérence. Je pense qu'il est majeur et je pense qu'une des raisons pour laquelle il n'y a pas de stabilité, parce qu'on est quand même dans une période de flou réglementaire, elle vient aussi beaucoup du fait qu'il y a eu énormément de leçons de morale qui n'ont, en tout cas c'est perçu comme ça, qui n'ont pas toujours été suivies très concrètement dans les faits. Et donc cette question de la cohérence, elle me paraît absolument essentielle. Il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on
l'ont dit. Et ça paraît évident, mais je pense que ça n'a pas encore suffisamment été fait. Et là, je ne parle pas d'entreprises qui ont la capacité de se projeter dans le long terme, notamment dans les infrastructures comme celles que vous construisez. Et la deuxième chose qui est très difficile, c'est regarder de beaucoup plus près l'Asie et ce qui se fait en Asie. En France, on a tendance à considérer qu'on est un grand pays puissant dans un continent quand même peut-être en voie de moyennisation, mais puissant. Mais je pense qu'aller regarder ce qui se fait très concrètement en Asie, avoir cette curiosité-là, elle est absolument majeure parce qu'elle va nous entraîner et nous obliger à aller encore plus vite dans cette voie de la décarbonation, si on veut, encore une fois, rester libre et maître de son destin. C'est un peu, j'ai commencé comme ça et je conclurai vraiment comme ça parce que je pense que c'est un risque majeur. Et le cap est clair. Merci beaucoup, merci à tous les deux.